À table, ma mère a posé le poulet rôti, et elle a dit cela comme si elle me demandait de lui passer le sel. Molly, ce bébé n'est pas à toi. Vanessa l'a mérité. Tu dois bien ça à cette famille. Je lui ai répondu que non. Elle m'a giflé si fort que ma tête a basculé sur le côté, et mon ventre de 8 mois a heurté le bord de la table. Je me suis effondré sur le parquet, celui que mon grand-père avait posé en 1968. Mon père a continué à verser son bourbon. Ma sœur ne s'est même pas levée. J'ai rampé jusqu'à la salle d'eau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai passé un seul appel. J'ai besoin de vous ici, ai-je dit. Avec tout ce que vous avez gardé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était calme. Ça fait 3 ans que j'attends que tu me le demandes. 1 heure plus tard, ces mêmes personnes, qui m'avaient dit que je leur devais mon enfant, me suppliaient d'éteindre l'enregistrement. Je m'appelle Molly Bryan, et j'ai 29 ans. Si on vous a déjà dit que votre douleur ne comptait pas, simplement parce que quelqu'un d'autre en avait davantage besoin, laissez un commentaire et abonnez-vous. L'invitation est arrivée un mardi. Je n'avais pas assisté à un vrai dîner de famille, chez mes parents, depuis 14 mois. Le SMS de ma mère était bien trop doux, pour être une invitation ordinaire. Ma chérie, ton père et moi voulons t'inviter ce samedi. Juste nous 4. Enfin, 5 avec Drew. Il est temps que nous redevenions une vraie famille. S'il te plaît, viens. 18 heures. Mais quelque chose de confortable. Je l'ai lu 3 fois, avant de le montrer à Owen. Il était au comptoir de la cuisine, en train de couper des fraises pour notre petit déjeuner. Nous en étions à 8 mois et 1 jour, dans le printemps le plus long de nos 2 vies. Il a lu par-dessus mon épaule, a posé son couteau, et m'a posé une seule question. Veux-tu que je vienne avec toi? J'ai répondu que non. Je lui ai dit que j'avais besoin de faire ça toute seule. Il n'a pas protesté. Il aurait dû protester. J'ai conduit les 20 km, de West Lynn à Lake Oswego, ce samedi-là, sous ce genre de ciel d'avril typique du nord-ouest du Pacifique, celui qui vous fait croire à tort que le pire de la météo est derrière vous. L'horloge du tableau de bord affichait 17h53, lorsque je me suis garé dans l'allée. Le siège auto était déjà installé, à l'arrière de ma Subaru. La pluie printanière s'est arrêtée, juste au moment où j'ai coupé le moteur. Dans le jardin de devant, les rhododendrons de ma mère étaient lourds de fleurs. Cette variété d'un rose humide, qu'elle avait planté l'année où j'étais parti pour l'université. Cela même dont elle s'empressait toujours de dire, à qui voulait l'entendre, qu'il lui avait valu un ruban au club de jardinage de Lake Oswego. La porte d'entrée était ouverte. Personne n'est sorti pour m'accueillir. De l'intérieur, je pouvais entendre ma sœur rire. La salle à manger avait été dressée, avec la porcelaine de mariage. Janelle n'utilisait cette vaisselle que pour Pâques et Noël, ainsi que pour ce qu'elle appelait les rendez-vous avec les petits-enfants. Comme ce brunch, organisé pour la fille d'une amie l'été précédent, lorsque cette dernière avait annoncé sa grossesse, avec ce même ton débordant d'enthousiasme que Janelle utilisait pour annoncer ses journées portes ouvertes. 4 couverts étaient disposés, autour de la table en acajou poli. Le 5e, celui de Drew, était placé un peu plus loin sur le côté, comme s'il avait été ajouté à la dernière minute. « Tu es rayonnante, ma chérie », a lancé ma mère quand je suis entré. « Assieds-toi. Assieds-toi. Laisse-moi t'apporter un verre d'eau. » Oh, c'est vrai. De l'eau. C'est alors que j'ai remarqué la photo sur la cheminée, avant même de voir le plat à gratin. Pâques 2024. La photo était nouvelle. Sur l'original, celle pour laquelle je me souvenais avoir posé, j'avais été placé entre mes parents. Sur cette version, mon visage était à moitié coupé, masqué par le bord du cadre en argent. Vanessa trônait au centre. Le cadre était nouveau, lui aussi, plus brillant que les autres sur la cheminée. Quelqu'un avait réorganisé ce mur, au cours de l'année écoulée. Vanessa s'est levée, et a marché vers moi les bras ouverts. Son étreinte a duré 6 secondes de trop. Elle a pressé son ventre contre mon ventre de 8 mois, et a chuchoté, d'une voix trop basse pour que quiconque d'autre puisse entendre, « Elle va être magnifique. » Je ne me suis pas reculé. Je n'ai rien dit. Le bébé a donné un coup de pied, à l'intérieur de mes côtes, et je l'ai laissé faire. Puis, je me suis assise à la place que ma mère avait choisie pour moi, au bout de la table, là où je m'étais assise à chaque dîner de famille, depuis mes 11 ans. Ma mère a apporté un plat en pyrex vert. Je l'ai reconnu,
à la seconde même où elle l'a posé. Il avait appartenu à Béatrice Bryan, ma belle-mère. C'était un plat carré, avec des bordures florales blanches, et un couvercle qui ne s'emboîtait plus très bien, après 40 ans d'utilisation. La recette qu'il contenait du poulet, du riz, du romarin et du citron venait de la grand-mère de Béatrice. Ma mère avait emporté ce plat chez elle, après les funérailles de Béatrice en mars 2024, et ne l'avait jamais rendu. L'odeur qui s'en dégageait était si indéniablement celle de Béatrice, que j'ai dû poser une main sur mon ventre, pour retrouver mon équilibre. Ma mère s'est installée sur sa chaise, en bout de table. Elle a cherché la main de mon père. Elle m'a regardé depuis l'autre bout de la table. Nous avons quelque chose à discuter, ma chérie, a-t-elle dit. En famille. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez d'abord comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Il y avait 28 photographies sur le mur du couloir, celui qui reliait la cuisine à la chambre de mes parents. Je les avais comptées, pour la première fois quand j'avais 8 ans, puis à 12 ans, et encore à 16 ans. 23 de ces photos représentaient ma sœur, Vanessa. 2 étaient de moi seul. Une nous montrait toutes les 2 ensemble. Les 2 dernières nous représentaient tous les 4, moi, Vanessa, ma mère et mon père, pris sur les marches de la première église méthodiste unie de l'Écosse-Ouigo, les matins de Pâques. Mon unique portrait d'école, datant du CP, était accroché sur le mur de l'escalier de service, près de la porte du sous-sol, un endroit où les invités n'allaient presque jamais. La première fois que ma mère l'a dit à voix haute, j'avais 10 ans. Elle se tenait dans la cuisine, la main dans les cheveux de Vanessa, en train de les démêler pour ses cours de piano. Vanessa est l'enfant facile. Toi, tu es celle qui m'enseigne la patience. J'ai appris, plus tard, que c'était censé être un compliment. Vanessa a pris des cours de piano, dès l'âge de 6 ans. Elle a donné un récital à 14 ans, au Newark Theatre, dans le centre-ville de Portland. Mon père a réservé tout le premier rang. Ma mère a acheté, pour l'occasion, une robe dont elle parle encore aujourd'hui. Moi, j'écrivais des histoires. J'ai commencé à les écrire à 6 ans, l'année même où Vanessa a commencé le piano. À 15 ans, j'ai remporté un prix régional d'écriture, pour un essai que j'avais soumis à un concours, organisé par le Conseil des professeurs d'anglais de l'Oregon. Le dîner de remise des prix avait lieu un vendredi soir, en mai. Ma mère ne pouvait pas y assister. Vanessa avait un rendez-vous chez le coiffeur, qui avait dû être déplacé 2 fois. C'est ma professeure d'anglais qui m'a conduite, qui s'est assise à côté de moi, et qui a applaudi quand ils ont lu mon nom. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, avec mon certificat, ma mère était au téléphone avec le salon de coiffure. Elle a levé les yeux, a souri de la même façon qu'elle le fait quand une journée portes ouvertes s'est bien passée, et a dit, ma chérie, tu comprends, n'est-ce pas? Ta sœur n'avait personne pour la coiffer. Ce soir-là, j'ai rangé le certificat au fond du tiroir de ma table de nuit. Il y est resté pendant 14 ans. Mon père dirige un cabinet de dentisterie esthétique sur l'avenue A, dans le centre de l'Écosse-Ouigo, Peyton Family Dentistry. La plaque sur la porte comporte un portrait de famille, dans un cadre en laiton. Quand j'étais enfant, j'étais sur cette photographie, debout derrière un petit fauteuil dentaire, partiellement caché. Vanessa, elle, se tenait devant, arborant son sourire de récital de piano. Le portrait a été refait, au printemps 2025, et on ne me l'a pas dit. Je suis passé devant le cabinet un samedi de mai, alors que j'étais enceinte de 3 mois, et j'ai vu la nouvelle plaque. Je n'y figurais plus. La réceptionniste avait dit à mon père que j'avais déménagé. Je n'avais pas déménagé. J'avais simplement cessé de répondre à ses appels, en février. Mon père n'est pas un homme cruel. C'est un homme silencieux, le genre d'homme qui, face à une question difficile, attrape son bourbon et dit, « Ta mère et moi allons devoir y réfléchir. » Il répétait cette phrase depuis 38 ans. J'avais cessé d'attendre une réponse de sa part, dès l'âge de 14 ans. En 2014, Vanessa était en terminale au lycée Lackridge. Elle a été élue reine du bal de promo. Elle était présidente du club d'espagnol. À Noël, elle avait décroché un stage, dans un cabinet de design de Portland. Toute la maison tournait autour de son emploi du temps. Moi, j'avais 17 ans cet automne-là, et je rédigeais mon mémoire spécialisé sur Toni Morrison. Ma mère n'arrêtait pas de me demander de sauter mes séances de révision, parce que, ta sœur a un truc de prévu. La soutenance de mon mémoire a eu lieu, la 2e semaine de mai.
je l'ai présenté devant une salle vide, à l'exception de ma professeure d'anglais et du proviseur. Ma sœur avait un truc de prévu. Je suis parti à l'université de Willamette, à Salem. Vanessa est allée à l'USC. Le jour de mon emménagement était un mardi, fin août. J'ai loué un camion U-Haul toute seule. J'ai conduit pendant 1 heure vers le sud, toute seule. La famille de ma colocataire m'a aidé à décharger, parce qu'ils avaient pitié de moi. L'emménagement de ma sœur à l'USC a eu lieu 3 semaines plus tard, et mes parents, accompagnés de 3 tantes, ont fait le trajet jusqu'à Los Angeles. Il y a des photographies de cet emménagement, sur le mur du couloir. Il n'y a aucune photo du mien. À 20 ans, j'avais cessé d'attendre que quiconque dans cette maison ne me remarque. J'ai longtemps pensé que c'était la pire chose qu'ils puissent me faire. J'avais tort. J'ai rencontré Owen Bryan, au Hard Coffee, dans le nord-est de Portland, en octobre 2020. J'avais 24 ans. Il en avait 26. Il a renversé mon mug, alors qu'il lisait quelque chose sur son téléphone, une chronique sur le café, étrangement, écrite par un auteur qu'il voulait imiter. Et il a passé les 20 minutes suivantes à s'excuser. Je ne suis pas comme ça, d'habitude, a-t-il affirmé. En fait, je suis exactement comme ça. J'essaie de mentir. Puis-je vous en offrir un autre? J'ai gardé le mug. L'anse s'était ébréchée, là où elle avait heurté le sol. 6 ans plus tard, il est toujours sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine, à West Lynn. Celle que nous avons achetée après notre mariage. Celle qu'Iris verra tous les matins, quand elle se réveillera, dans la chambre au bout du couloir. Lors de notre 2e rendez-vous, il m'a confié que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Il a pleuré, dans la banquette du restaurant italien où nous étions allés. J'ai tendu la main à travers la table, et je l'ai tenue. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai rencontré Conrad et Béatrice Bryan, à Thanksgiving en 2021, dans leur maison de Beaverton. Béatrice était en rémission, à l'époque. Elle avait maigri, mais elle était illuminée de l'intérieur, de cette façon qu'ont certaines femmes, après avoir regardé le pire en face, et s'être détournées sans se briser. Conrad m'a appelé, Madame, 3 fois au cours de la première heure. J'ai demandé à Béatrice si je pouvais l'aider dans la cuisine, et elle m'a mise à couper des pommes pour une tarte. Elle s'est détournée de la cuisinière, et m'a regardé avec une expression à laquelle j'allais repenser, pendant des années par la suite. Il est devenu plus silencieux depuis que nous avons eu le diagnostic, a-t-elle avoué. Il ne me dit pas tout. Mais toi, tu le fais parler. Ne cesse jamais de le faire parler, d'accord? J'ai promis que je ne m'arrêterai pas. La tarte est allée au four. Nous avons dîné. Conrad a dit le Bénédicité, avec une voix dénuée de toute mise en scène. Et ce fut la première fois que je compris à quoi ressemblait la voix d'un pasteur, lorsqu'il n'était qu'un simple homme. Béatrice est décédée en mars 2024, 10 mois après mon mariage avec Owen. Le cancer est revenu à l'automne 2023, et l'a emporté en 5 mois. Elle avait 65 ans. Ma mère est venue aux funérailles, vêtue d'un chemisier blanc et d'une jupe crème. Elle est repartie avec le plat à gratin de Béatrice, glissé dans un sac en tissu de chez Whole Foods. Et elle ne l'a pas rendu, elle n'en a jamais parlé, et je n'ai pas eu la force, à ce moment-là, de le lui réclamer. Owen m'a demandé en mariage, en décembre 2022. Nous étions sur la promenade en bois, à Cannon Beach. Il avait mal préparé son coup. Il a pleuré pendant sa déclaration. J'ai dit oui, avant même qu'il n'ait terminé sa phrase. La première réaction de ma mère a été de demander s'il avait une bonne situation. Vanessa m'a félicité, les bras croisés, son téléphone à la main. Et elle m'a demandé, avec un ton que je ne comprendrai que bien plus tard, il est mignon, Molly. Il est vraiment très mignon. Où as-tu dit que tu l'avais rencontré? Elle a continué à regarder son téléphone, toutes les 2 minutes, pendant le reste du brunch de fiançailles. J'ai supposé, sur le moment, que son petit ami, un agent immobilier nommé Spencer qu'elle fréquentait depuis 9 mois, lui envoyait des messages à propos d'une dispute survenue la veille. J'apprendrai plus tard, que ce n'était pas avec Spencer qu'elle échangeait des textos ce matin-là, et qu'elle avait, en fait, déjà rompu avec lui cette semaine-là, sans le dire à personne. 5 mois plus tard, le dîner de répétition. L'Allison Inn & Spa se trouve au milieu des vignobles, au nord de Newberg, dans l'Oregon, à 1 heure au sud-ouest de Portland. Nous avions réservé le dîner de répétition,
dans une salle à manger privée, avec vue sur les collines de Dundee. 40 invités. Owen riait. Je riais. Vanessa, dans une robe de demoiselle d'honneur vert sauge, venait de terminer son discours, et avait eu droit à une ovation debout. Elle avait pleuré dans les toilettes pendant 10 minutes, juste avant. Je lui avais dit qu'il était très touchant de la voir si émue. Le serveur a mentionné que nous commencions à manquer de pinot. Owen s'est porté volontaire pour en chercher. Il savait où se trouvait la cave, le sommelier lui avait fait faire une visite la veille. Il a embrassé mon front, et s'est levé. Je reviens tout de suite. La bouteille que le sommelier avait mise de côté, était un pinot noir de l'Oregon, domaine Drouin, millésime 2009. Owen a quitté la pièce à 21h43. Vanessa a quitté la table à 21h45, prétextant qu'elle devait retoucher son maquillage. Elle l'a embrassé, dans la cave à vin. Il me l'a raconté le lendemain matin, sur le parking de l'hôtel, à 6h18. Assis sur le siège passager de la voiture de location, toujours en pyjama. Il ne pouvait pas me regarder, jusqu'à ce que je touche son visage. Il m'a dit qu'elle l'avait poussé contre l'étagère, et qu'il l'avait repoussé. Qu'il lui avait dit, plus jamais, qu'il me l'aurait dit la veille au soir, mais qu'il ne pouvait pas gâcher le jour de notre mariage. Il me le disait maintenant. Il m'a dit que c'était à moi de décider. J'ai fait mon choix dans les 10 minutes qui ont suivi. Je l'ai cru. Je l'ai épousée à 15h. Vanessa a fait un discours impeccable lors de la réception. Elle a dansé avec Conrad. Elle a embrassé Owen sur la joue, pour le photographe. Nous sommes partis pour Big sur le lendemain matin. Ce qu'aucun de nous deux ne savait, ce que personne ne saurait pendant près de 3 ans, c'est que quelqu'un d'autre s'était trouvé, lui aussi, dans ce couloir à l'extérieur de la cave. Quelqu'un, avec un téléphone à la main. Quelqu'un qui avait entendu une phrase, qui allait l'empêcher de dormir, lui aussi. Ma mère a commencé en disant le Bénédicité. Elle a utilisé la version longue, celle qu'elle ne sortait que pour les funérailles, ou occasionnellement pour Pâques. Seigneur, nous te remercions pour ce rassemblement. Nous te remercions pour l'opportunité de redresser ce que le temps a tordu. Nous te demandons de bénir ce dont nous allons discuter, et d'adoucir le cœur de chaque fille, assise à cette table. J'ai ouvert les yeux, une seconde trop tôt. Vanessa m'observait, elle ne priait pas. Ses mains étaient croisées si fort, que ses articulations en étaient devenues blanches. Quand la prière s'est terminée, ma mère a entamé son approche en douceur. Elle m'a remercié d'être venue. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, de ce que j'étais devenu, de la vie qu'Owen et moi avions construite. Elle a dit que j'avais toujours été la personne attentionnée de la famille. Elle a dit que je ressentais les choses profondément, et que c'était pour cela qu'il me faisait confiance pour cette conversation. Elle a touché sa boucle d'oreille en perle gauche, une seule fois en disant cela, et je la voyais faire ce geste depuis que j'avais 12 ans. C'était son tic révélateur. Il apparaissait lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose, qu'elle savait ne pas devoir demander. Ensuite, Vanessa s'est levée. Elle a parlé pendant 3 minutes. Elle s'était entraînée. Elle marquait des pauses pour pleurer, exactement au moment où son chagrin l'exigeait. Elle a parlé de Drew, de la façon dont ils essayaient depuis leur mariage, de la façon dont son corps ne fonctionnait pas comme le mien. Des médecins, des verdicts, des prières, et de maman. Elle n'arrêtait pas de dire « maman et moi », et jamais « papa et moi ». Elle repliait sa serviette, à chaque fois qu'elle faisait une pause. Drew et moi essayons depuis près de 2 ans, a-t-elle déclaré. Nous avons consulté des médecins. Nous avons prié. Et quand maman et moi nous sommes assises, quand nous nous sommes vraiment posés, nous en revenions toujours à ceci. Tu as toujours été celle qui donne dans cette famille, Molly. Et nous te demandons, ta sœur et moi. Le don le plus extraordinaire qu'une sœur puisse faire à une autre. J'ai repéré l'incohérence mathématique. Drew et Vanessa étaient mariés depuis 18 mois. 2 ans, c'était exagéré. Je n'ai rien dit. Ma mère a pris le relais. Elle a utilisé le même ton calme, qu'elle employait pour conclure une vente immobilière. Vanessa adopterait le bébé discrètement, un arrangement privé. Aucune trace écrite que le public pourrait voir. Je serais la tante du bébé. Le bébé appellerait Vanessa, maman. Nous avons parlé à un ami au bureau du diocèse, a dit ma mère. Cela peut être fait d'une manière qui sera douce pour tout le monde. Tu es jeune, ma chérie.
Tu as le temps d'avoir d'autres enfants. Ta sœur n'a pas ce luxe. J'ai repéré ça, aussi. Les Peyton étaient méthodistes. Nous étions méthodistes depuis 4 générations du côté de ma mère. Les méthodistes n'ont pas de bureau diocésain. Vanessa avait discuté avec un prêtre catholique, discrètement, en dehors de notre congrégation, en dehors de son propre mariage. Je ne l'ai pas dit. J'ai laissé ma mère penser que son lapsus était passé inaperçu. J'ai posé la question que j'avais besoin qu'elle confirme. Vous me demandez de vous donner ma fille. Ma mère m'a regardé sans ciller. Nous te demandons de donner à ta sœur une chance d'être mère. J'ai regardé Drew. Il n'avait pas dit un mot depuis la prière. Son visage avait la couleur de l'eau de vaisselle. Il fixait le bord de son verre d'eau. Il avait été façonné pour être présent lors de cette conversation, mais on ne lui avait jamais dit de quelle conversation il s'agissait. J'ai eu pitié de lui, avant même d'avoir fini de ressentir autre chose. J'ai posé mon propre verre d'eau. Je me suis forcé à parler lentement, pour que personne ne puisse mal m'entendre. Non. La pièce s'est immobilisée. La réponse est non. Ce sera non demain. Ce sera non dans 1 an. Je suis venu ici pour partager un dîner. Je pars dans 5 minutes. Vanessa, je suis désolé que tu n'aies pas pu concevoir. C'est une réalité, et ce chagrin est réel. Et je ne prétendrai pas le contraire. Mais ce bébé est à moi et à Owen. Et elle sera à moi et à Owen, le jour de sa naissance, le lendemain, et chaque jour pour le reste de sa vie. Je n'aurai plus jamais cette conversation. Mon père a posé son verre de bourbon. Il a regardé ma mère. Il ne m'a pas regardé. Le visage de ma mère s'est figé. Le vernis qu'elle affichait depuis 1 heure, a glissé de son visage comme une serviette humide. Tu dois bien ça à cette famille, Molly, a-t-elle craché. Et ce bébé. Il n'a jamais été seulement à toi. Elle avait toujours la main posée sur le plat à gratin. J'ai commencé à repousser ma chaise. J'ai pensé à la seconde précédant cette gifle, de très nombreuses fois depuis cette nuit-là. J'ai pensé que, si j'avais bougé une demi-seconde plus tôt, toute la tournure de l'année suivante aurait été différente. Mais j'ai fini par comprendre que cela n'était pas vrai. Ma mère attendait depuis 29 ans de lever la main sur moi, de la façon dont elle l'a fait. Le moment exact était anecdotique. Sa main était déjà en route, avant même que je ne la refuse. Le pied de la chaise a raclé sur le parquet. Ma main était déjà sur mon ventre. Drew a commencé à se lever. La main de ma mère s'est levée, avant que je ne sois complètement dégagé de la chaise. Elle m'a giflé avec cette même main, qui tenait le plat à gratin un instant plus tôt. Sa paume était encore chaude. Ma tête a basculé sur le côté. La chose suivante que j'ai ressentie, c'est mon ventre de 8 mois percutant le bord poli de la table. En chêne massif, verni, tranchant. Tandis que mon corps vrillait, mon verre d'eau a basculé. La salière a roulé. J'ai instinctivement ramené ma main pour protéger mon ventre, alors que la gravité m'entraînait sur le côté. Je me suis effondré sur le parquet, celui que mon grand-père avait posé en 1968. Il avait construit cette maison, comme cadeau de mariage pour mes parents. Il avait mesuré chaque planche lui-même. Il avait posé chacune d'elles, à genoux. Ce sol était plus vieux que moi. Ce sol était plus vieux que ma mère. Pendant un compte de 3, je n'ai pas pu sentir le bébé. J'ai compté, 1, 2, 3. Elle a donné un coup de pied à 4. J'ai relâché un souffle, que j'ignorais être en train de retenir. L'échymose sur ma joue commençait déjà à s'étaler. Je pouvais la sentir noircir, avant même de pouvoir la voir. J'avais mal au dos. J'avais mal à l'épaule gauche. Les empreintes que ma mère avait laissées, prenaient déjà la forme qu'elles allaient conserver pendant 2 jours entiers. Personne n'a bougé pour m'aider à me relever. Mon père a continué à verser son bourbon. Le liquide ambré a rempli le verre. Sa 4e tournée de la soirée, et le lustre au-dessus de la table a accroché la surface du liquide, projetant une petite lumière couleur miel sur la nappe. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé ma mère. Il regardait le bourbon. Ma sœur ne s'est jamais levée. Ses mains étaient croisées sur ses genoux. C'était la même fille qui avait pleuré, dans les toilettes de l'Allison Inn, 10 minutes avant son propre discours. Exactement la même fille, 3 ans plus âgée, avec la même prestance,
le même contrôle, la même promptitude à attendre que quelqu'un d'autre bouge en premier. Drew a fait un pas vers moi. Puis il s'est arrêté. Puis, il a tourné la tête et a regardé sa femme. Ma mère tenait toujours le plat à gratin, dans sa main gauche. Sa main droite était posée sur sa poitrine. Comme certaines femmes portent la main à leur poitrine, au théâtre, quand quelque chose sur scène les a choquées. Sauf que rien sur cette scène ne l'avait choquée. C'était elle, la scène. Sa voix, lorsqu'elle a parlé, était presque douce. Lève-toi. Tu fais un scandale. Je ne me suis pas levé de la façon dont elle l'entendait. Je ne me suis pas mise debout. Je me suis retourné à quatre pattes, sur ce parquet où j'avais appris à marcher. J'ai commencé à ramper. La salle à manger faisait 4 mètres de large, jusqu'à la porte de la salle d'eau. J'ai parcouru cette distance à quatre pattes, enceinte de 8 mois, mes mains quittant parfois le sol, pour bercer mon ventre quand elle donnait des coups de pied, et le bébé a donné 2 autres coups, avant que je n'atteigne la porte. Je me suis hissé, en m'aidant du cadre de la porte. Je suis entré. J'ai refermé la porte derrière moi. J'ai tourné le verrou. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes. J'ai regardé ma main, m'attendant à voir du sang. Il n'y en avait pas. Et c'est à cette seconde précise, que ma mère m'a perdu. Je ne l'avais pas perdu à l'âge de 10 ans, quand elle m'avait appelé le professeur de patience. Je ne l'avais pas perdu à 15 ans, quand elle avait raté le dîner de remise des prix, pour un rendez-vous chez le coiffeur. Je ne l'avais pas perdu à 17 ans, quand elle m'avait obligé à sécher ma soutenance de mémoire, pour la visite de l'université de Vanessa. J'avais été un enfant têtu. J'avais espéré, pendant très longtemps. Je l'ai perdu, sur ce parquet que mon grand-père avait posé en 1968. La salle d'eau de la maison de mes parents, n'a pas changé depuis 15 ans. Des savons pour invités en forme de cygne. Des essuie-mains lavande de chez Williams-Sonoma. Une petite plaque en bois au-dessus des toilettes, avec un verset biblique que ma mère avait accroché quand j'avais 11 ans, « Honore ta mère ». Le cadre était nouveau. Elle l'avait remplacé, après qu'un invité maladroit eût fait tomber l'original du mur, lors de mon brunch de fiançailles, et le nouveau cadre était d'un bois légèrement plus foncé que l'ancien. Cette légère disparité m'avait agacé pendant 2 ans. J'étais assis sur le couvercle fermé des toilettes, et je regardais ma propre main, m'attendant à voir du sang. Il n'y en avait pas. J'ai regardé mon ventre. Le bébé a donné un nouveau coup de pied. Mon ecchymose commençait à palpiter. Je ne sentais pas encore très bien mon épaule gauche. J'avais 3 numéros que je pouvais appeler. Owen serait venu, Owen aurait pleuré, Owen m'aurait serré dans ses bras, et Owen m'aurait demandé de quoi j'avais besoin, et je n'aurais pas su quoi lui répondre. La police serait venue, la police aurait été gentille, et la police m'aurait demandé si je voulais porter plainte, et la réponse à cette question n'était pas encore mûre en moi. Le 3e numéro, était le seul qui appartenait à un homme qui avait attendu. J'ai fait défiler le nom d'Owen. J'ai fait défiler le 911. Je me suis arrêté sur le pasteur Conrad Bryan. Il a décroché à la 2e sonnerie. Dis-moi où tu es. Je suis chez mes parents, ai-je dit. Je suis dans la salle de bain. Elle m'a frappé, pasteur. J'ai besoin de vous ici. Avec tout ce que vous avez gardé. Il y a eu un blanc sur la ligne, suffisamment long pour que je le compte. Il a compté 3 respirations avant de parler. Quand il l'a fait, sa voix était la même que celle qu'il avait utilisée pour dire le Bénédicité, à Thanksgiving en 2021. Molly, a-t-il dit, ça fait 3 ans que j'attends que tu me le demandes. Je quitte la maison dans 5 minutes. Où as-tu besoin de moi? Chez toi, ou à l'hôpital? Je n'avais pas encore pensé à l'hôpital. Le bébé avait donné des coups de pied. Je n'avais pas saigné. Mais Conrad était un pasteur qui s'était tenu aux côtés d'une femme mourant d'un cancer, et un pasteur qui s'était tenu aux côtés des enfants des autres mourant d'autre chose. Et il savait ce que je ne savais pas encore sur moi-même. À Providence Saint. Vincent, ai-je dit. 53 minutes, a-t-il répondu. Peut-être un peu moins. Ne dis à personne dans cette maison, que j'arrive. Il a raccroché. J'ai gardé le téléphone collé à mon oreille, pendant 10 secondes après qu'il a raccroché. La phrase qu'il avait employée allait me poursuivre, avec tout ce que vous avez gardé. Je ne savais pas ce que je demandais, je savais seulement, d'une manière ou d'une autre,
qu'il gardait quelque chose secrètement. Owen m'avait dit un jour, à l'automne 2024, que son père portait un lourd fardeau concernant Vanessa. Je n'avais pas insisté. J'avais supposé qu'il s'agissait de l'histoire de la cave à vin lors du dîner de répétition, que Conrad avait probablement apprise par Owen à un moment donné. Je n'avais pas compris, alors, qu'il y avait deux histoires, et que je n'en connaissais qu'une seule. Je me suis levé. Je me suis regardé dans le miroir. L'ecchymose sur ma joue gauche avait foncé, et pris la forme d'une main. 4 marques, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ma mère avait une longue main. Je n'avais pas réalisé à quel point elle était longue. J'ai essuyé mon visage avec de l'eau froide. La peau en dessous était à vif. J'ai posé une main sur mon ventre. Le bébé était calme. J'ai déverrouillé la porte. Je suis retourné dans la salle à manger. Ma mère n'avait pas bougé. Le plat à gratin était toujours devant sa place. Vanessa avait repris son siège. Mon père en était à son 5e bourbon. Drew était debout. Je suis passé devant eux. J'ai ramassé mon sac à main sur le banc, dans le couloir d'entrée. J'ai ouvert la porte. Sur le seuil, je me suis retourné, et j'ai parlé pour la toute dernière fois dans cette maison. Mon beau-père est en route. Vous devriez rester assis. Puis, je suis sorti. Si vous avez déjà passé un appel depuis le sol d'une salle de bain, à un ami, à un frère, à un beau-père que vous connaissiez à peine, vous comprenez ce que m'a coûté l'heure qui a suivi. Si cette histoire parvient jusqu'à vous, resteriez-vous jusqu'à la fin? Je vous promets que la seconde moitié est celle que j'avais besoin de raconter. Abonnez-vous, pour ne pas manquer le moment où la vérité éclate enfin. Le dîner n'était pas terminé. Il commençait tout juste à prendre un tout autre sens. J'ai appelé Owen depuis la voiture, sur le chemin de Providence-Saint-Vincent. Le trajet faisait 20 km. Je l'ai fait en 22 minutes. La lumière d'avril était devenue grise sur la rivière Willamette. Le pont de Selwood était presque vide. Molly, dis-moi qu'elle bouge. Elle bouge. Owen, écoute-moi. Rejoins-moi à Providence-Saint-Vincent. Conduis prudemment. Dis-moi que tu m'as entendu. Conduis prudemment. Il a dit oui. J'ai entendu le moteur de sa Honda démarrer. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir derrière lui. Il est resté au téléphone, pendant tout le reste du trajet jusqu'à l'hôpital. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. L'infirmière de tri à Providence-Saint-Vincent a jeté un seul coup d'œil à l'ecchymose sur mon visage, et a cessé de me poser les questions habituelles d'admission. Elle m'a installé dans une chambre en moins de 7 minutes. Elle a fait rouler elle-même un moniteur fœtal. Elle n'a pas lâché ma main, jusqu'à ce qu'Owen franchisse la porte de la chambre 412, en courant, à 19h38. Et même alors, elle a serré mes doigts 2 fois, avant de s'écarter. Le moniteur affichait 138 battements par minute. Le bébé allait bien. Le médecin, la docteure Holloway, une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture sur une chaîne, et une prestance dont je me souviendrai pour le reste de ma vie, a terminé son examen, et a croisé les mains sur son bloc-notes. Vous et le bébé allez bien, a-t-elle déclaré. Mais je vais vous garder ici cette nuit, en observation, et je vais vous poser une question, que je me dois de poser à tout le monde. Qui vous a frappé? Je lui ai dit que c'était ma mère. La docteure Holloway a hoché la tête une fois. Elle n'a pas noté cette partie. Elle a écrit autre chose. Elle m'a dit que l'hôpital documenterait l'ecchymose dans mon dossier, pour mes propres archives, qu'elle me proposerait des ressources avant mon départ, et que je n'avais pas à prendre de décision, concernant l'intervention de la police ce soir. Elle a posé sa main sur mon avant-bras, avant de se lever. Prenez 7 heures, a-t-elle dit. Vous en aurez peut-être besoin. Elle est sortie. Owen n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée. Il n'avait pas relevé la tête, de l'endroit où il était agenouillé à côté du lit. Son front était pressé contre mon ventre. Le bébé donnait des coups de pied contre son visage. Il pleurait, de cette façon dont pleurent les hommes, quand ils n'ont pas pleuré depuis les funérailles de leur mère. Ce qui était d'ailleurs la dernière fois qu'il avait pleuré devant moi, 2 ans plus tôt. Je l'ai laissé rester là. J'ai posé ma main à l'arrière de sa tête. J'ai attendu. Conrad est entré dans la chambre 412, à 19h54.
53 minutes après mon appel, comme il l'avait prévu. Il portait son col clérical. Il tenait un sac en papier marron. Il n'avait pas mis son col clérical pour jouer un rôle. Il l'avait mis, parce qu'il s'apprêtait à faire quelque chose, qui résonnerait pour lui comme le tout dernier sermon, celui qu'il attendait de prononcer. Il a posé le sac sur la table roulante. Il en a sorti un téléphone. C'était un iPhone 8, noir, avec l'écran fissuré dans le coin supérieur droit. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Owen a levé la tête, l'a regardé, et ne l'a pas reconnu non plus. « C'est à toi, papa ?» a demandé Owen. Conrad ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. « Molly, » a-t-il dit, « je vais te dire tout ce que je sais depuis 3 ans, et je vais t'expliquer pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Et ensuite, je te demanderai pardon, pour le rôle que j'ai joué en gardant le silence. » Il s'est assis, sur la chaise de visiteur à côté du lit. Il tenait le téléphone à 2 mains. Ce téléphone date d'avril 2023. Je ne l'ai pas allumé depuis la veille de votre mariage. Je l'ai chargé dans la voiture en venant. Il m'a raconté ce qu'il avait vu. Il était descendu à la cave à vin de l'Allison Inn, à 21h43, à la recherche d'Owen, qui était parti depuis trop longtemps. Il avait descendu l'escalier silencieusement. C'était un homme silencieux. Il avait entendu Vanessa avant de la voir. Il avait entendu le baiser. Il avait entendu Owen la repousser, et lui dire « plus jamais ». Il avait tiré Vanessa dans le couloir, à l'extérieur de la porte de la cave. Il lui avait dit calmement que sa sœur était en haut, dans une robe de mariée, qu'elle ne recommencerait pas, et qu'il n'aurait pas cette conversation avec elle 2 fois. Et puis, Vanessa avait prononcé la phrase qu'il s'apprêtait à me faire écouter. Je tenais mon téléphone à mes côtés. Conrad a dit, j'ai appuyé sur enregistrer. Je ne suis pas fier de l'avoir fait. Je savais ce soir-là que je ne le détruirais pas. Je savais ce soir-là que je ne le montrerais à personne, à moins d'être certain que ce serait la seule chose qui pourrait te sauver. Il a ouvert la pellicule photo. Une seule vidéo. 28 avril 2023. 21h51, il a appuyé sur lecture. L'enregistrement durait 23 secondes. L'image était principalement noire, Conrad tenait le téléphone au niveau de sa hanche, mais le son était clair. La voix de ma sœur avait 3 ans de moins. Elle semblait calme. Elle semblait même presque raisonnable. Je vais avoir tout ce qu'elle a, pasteur. D'une façon ou d'une autre, même si je dois attendre 10 ans. Vous pouvez lui dire si vous voulez, elle ne vous croira pas, maman ne vous croira pas. Elle ne le fait jamais. L'enregistrement s'est terminé. Owen était devenu livide. Il n'avait pas bougé. J'ai regardé par-delà Conrad, vers la porte. Ma mère se tenait là. Elle tenait un ours en peluche, et une carte de prompt rétablissement. Elle avait entendu les 40 dernières secondes. Sa main a tressailli une fois vers la table roulante, vers l'iPhone, qui brillait toujours dans la paume de Conrad, comme si elle allait tendre le bras pour le prendre. Conrad a posé sa main à plat sur le téléphone, sans lever les yeux. Elle n'a plus bougé. Conrad a fait glisser l'écran vers la messagerie vocale. Il y en avait 4. Il les a joués dans l'ordre. Le premier daté du 6 mai 2023, une semaine après le retour d'Owen et moi de Big Sur. La voix de Vanessa était serrée, sèche, contrôlée. Pasteur Conrad, c'est Vanessa. Je dois vous parler d'Owen. Il fait une erreur. S'il vous plaît, appelez-moi. Il ne l'avait pas rappelé. Le deuxième daté du 26 décembre 2023, le lendemain de Noël. Sa voix était pâteuse. L'heure du message était 1h32 du matin. Pasteur, c'est Vanessa. Elle ne le mérite pas. Vous le savez. Je le sais. C'est vous qui m'avez sorti de cette cave. Vous vous en souvenez. Bonne nuit, pasteur. Le troisième daté du 14 septembre 2025. 4 semaines avant son premier anniversaire de mariage, 6 mois après que Drew ait cessé de demander quand elle serait prête à fonder une famille. Pasteur Conrad, c'est Vanessa. Notre anniversaire approche. Drew et moi essayons. Ça ne marche pas. Je pense à cette cave plus que je ne le devrais. Je ne devrais pas vous dire ça. Ne me rappelez pas. Le quatrième daté du 14 février 2026, le jour de la Saint-Valentin, 2 mois et 4 jours avant le dîner. Pasteur Conrad, c'est Vanessa.
Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis un moment. Je veux vous faire savoir que Molly est enceinte. Elle l'a dit à tout le monde lors d'un brunch en octobre, mais je ne voulais pas vous appeler à ce moment-là. Maman et moi avons un plan. S'il vous plaît. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Nous y travaillons depuis des mois. Le bébé sera en sécurité. Mieux qu'en sécurité. Elle sera désirée. Au revoir. La messagerie vocale s'est arrêtée. Le moniteur fœtal a bipé. Ma mère n'a pas bougé de l'embrasure de la porte. Owen a sorti son propre téléphone. Molly, a-t-il dit. Il y a encore une chose. J'aurais dû te dire la première. Je me suis dit que je protégeais la paix. Je vois maintenant que je la protégeais, elle. Il a ouvert un dossier sur son téléphone, simplement étiqueté de la lettre V. Il a tendu le téléphone pour que je puisse voir l'écran. Il ne pouvait pas le dire à voix haute. Il y avait 53 messages. Le premier était daté du 2 juin 2023, 6 semaines après le mariage. Tu ne lui dois pas toute ta vie. Nous le savons tous les deux. V, j'ai fait défiler. Les messages n'arrivaient pas à un rythme régulier. Ils venaient par grappes. 6 au cours des 6 premiers mois. Aucun pendant 9 mois. 12 en une seule semaine au printemps 2024, alors qu'elle était soi-disant en train de commencer à fréquenter Drew. Une photo de Vanessa, à la réception de Cascade Wealth Advisors, le bureau d'Owen en centre-ville, datée du 11 septembre 2024. La légende, je suis venu t'apporter un café. Tu n'étais pas là. La réceptionniste a dit que tu étais à Tacoma. Tu me manques. J'ai regardé Owen. Étais-tu à Tacoma? J'étais à une retraite. J'avais bloqué son numéro 2 jours avant ça. Elle a utilisé l'iPad d'une collègue pour envoyer le message. J'ai fait défiler. J'ai lu. Le dernier message était daté du 22 mars 2026, 27 jours avant le dîner. Elle ne mérite pas de la porter. C'est moi qui le mérite. V, j'ai laissé le téléphone tomber sur la couverture. Mon esprit est retourné au mariage de Vanessa et Drew. Le 12 octobre 2024. J'avais été la demoiselle d'honneur de Vanessa ce jour-là. Je lui avais acheté une parure de boucles d'oreilles en saphir, qu'elle avait épinglée sur Pinterest un an auparavant. Je l'avais laissé choisir ma robe. Je m'étais levé devant 120 invités, et j'avais porté le genre de toast qu'une sœur porte. Je n'avais rien remarqué sur le moment, mais maintenant, en y repensant, je pouvais le voir. Drew s'était coiffé de la même manière qu'Owen. Il portait la même cravate bleu marine, que celle qu'Owen portait à notre dîner de répétition. Il faisait la même taille qu'Owen. Il travaillait dans la finance, comme Owen. Ce n'était pas le même homme, mais Drew s'en rapprochait suffisamment. J'ai regardé Conrad. Vous avez vu ça, à son mariage? Oui, a-t-il répondu. Je n'ai rien dit, parce que je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit, à part un baiser dans une cave et une phrase dans un couloir. Je n'avais pas fait le lien avec Drew, jusqu'à ce que je les voie danser leur première danse. Je n'avais pas fait le lien avec Drew. Jusqu'à ce que je la voie pleurer. Le même genre de pleurs que ceux du parking de l'Allison Inn. J'ai passé 18 mois à me demander si j'aurais dû dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'étais pas encore capable de faire l'une ou l'autre de ces choses. Mais j'ai tendu la main vers la sienne, et je l'ai tenue. Il m'a tenu la main en retour. La compréhension s'est installée en moi, dans les 60 secondes qui ont suivi, de la même manière qu'une pierre s'enfonce dans l'eau. Ma sœur ne voulait pas d'un bébé. Elle voulait mon bébé. Ma sœur ne voulait pas d'un mari. Elle voulait mon mari. Et, comme elle ne pouvait pas l'avoir, elle avait construit un mariage, avec un homme qui lui ressemblait. Et le bébé que Drew n'avait pas pu lui donner, ce bébé dont elle avait dit à la famille qu'il était le désir absolu de sa vie, ce bébé n'avait jamais été son véritable désir. Elle voulait la chose qui s'approcherait le plus, d'un enfant qu'elle aurait eu avec Owen. Elle voulait le mien. Conrad a pris son téléphone. Il y a encore une personne, qui a besoin d'être dans cette pièce, avant que ta mère ne prononce un seul mot. Il a composé un numéro. Il a mis le téléphone sur haut-parleur. Ça a sonné 2 fois. Drew a décroché. Pasteur Conrad. Drew,
c'est le pasteur Conrad. J'ai besoin que vous veniez à Providence Saint. Vincent, tout de suite. Chambre 412. Molly est ici. Elle va bien. Je suis là. Owen est là. S'il vous plaît, venez. Il y a eu un silence du côté de Drew. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Il conduisait. Il avait quitté la maison des Peyton à 20h, 20 minutes après mon propre départ, sans dire au revoir à sa femme. Il conduisait en rond, autour des collines de Tualatin, depuis que Vanessa lui avait envoyé 6 SMS. Il ne lui avait pas répondu. « Je suis à 18 minutes », a-t-il dit. Il a raccroché. Conrad s'est tourné vers ma mère, qui se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, tenant toujours l'ours en peluche et la carte. « Janelle, asseyez-vous. Il y a une chaise près de la fenêtre. Vous allez écouter ce que j'ai à dire à Drew, et ensuite vous parlerez. Pas avant. » Elle a marché jusqu'à la chaise. Elle s'est assise avec le dos droit, les genoux serrés, les mains croisées sur la carte non ouverte. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Conrad. Elle a regardé la fenêtre. La fenêtre donnait sur le parking. Nous avons attendu. Owen n'avait pas lâché ma main, depuis que je lui avais rendu le dossier, V. Il respirait lentement, comme il avait appris à le faire dans les mois qui avaient suivi la mort de sa mère, quand il avait commencé à avoir des crises de panique au bureau. Il tenait le coup, pour mon bien. Je pouvais le sentir. Je l'ai laissé faire. 18 minutes se sont écoulées. Le moniteur fœtal les a mesurées. Drew est arrivé à 20h31. Il portait toujours la veste grise Patagonia, qu'il portait au dîner. Ses cheveux étaient décoiffés. Il s'est arrêté au pied de mon lit, m'a regardé en premier, puis l'échymose sur ma joue, puis de nouveau moi. « Est-ce que tu vas bien ? » « Oui, ai-je répondu. Le bébé aussi. Assieds-toi, Drew. Il y a certaines choses que tu dois entendre. Il a pris la chaise vide, à côté d'Owen. Il n'a pas regardé ma mère. Il a regardé la table roulante, et l'iPhone 8 posé dessus, puis Conrad. Qu'est-ce que c'est ? Conrad a lancé la vidéo. Puis il a passé les 4 messages vocaux, dans l'ordre. Ensuite, Owen a tourné l'écran de son téléphone vers Drew, et l'a laissé faire défiler. Drew est resté parfaitement immobile pendant 4 minutes. Il n'a pas parlé. Il n'a pas cligné des yeux. L'horloge au-dessus de la porte affichait 20h39, 20h40, 20h41, 20h42. Il a lu les messages. Il est arrivé à la photo prise depuis le bureau d'accueil de son entreprise. Il est arrivé à la photo prise le matin de son propre mariage, la photo qu'il avait prise depuis le couloir de l'église, celle qu'il croyait être un cliché spontané de sa mariée magnifique. La bulle de texte, visible par-dessus l'épaule de sa mariée, disait « J'aimerais que ce soit toi, à la place ». Il a parlé pour la première fois à 20h43. J'ai pris cette photo, parce que je trouvais qu'elle était belle. Je ne l'ai jamais regardée en détail. Quand j'ai vu le message, j'ai pensé. J'ai pensé qu'elle envoyait un SMS à sa colocataire d'université. Madison avait annulé. 3 jours avant le mariage. J'ai supposé que Vanessa disait à Madison qu'elle lui manquait. Il a fait une pause. Je vous dis maintenant, ce que j'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'étais la seule personne, dans ce vestibule, à ne rien savoir. Sa mâchoire s'est contractée une fois, sur le mot « seul ». Sa voix ne s'est pas brisée. Il s'est tourné vers ma mère. Il l'a regardée pendant un long et lent compte de 5. Il s'est retourné vers Conrad. Où est ma femme, en ce moment ? Il n'a pas attendu de réponse. Il a mis son téléphone dans la poche de sa veste. Il s'est levé. Il a marché vers la porte. Il s'est arrêté une seconde, sur le seuil. Il n'a dit au revoir à personne, dans cette pièce. Puis, il est parti. La porte s'est refermée derrière lui, avec un petit claquement. Le moniteur fœtal continuait de biper. Ma mère ne m'avait toujours pas regardé. Elle fixait la table roulante, l'iPhone 8, le téléphone dont elle n'avait toujours pas entendu l'enregistrement en entier. Elle a finalement tourné son visage vers moi. Elle ne s'est pas levée. Elle a commencé, à la place, avec sa voix douce. « Molly, ma chérie, je sais ce que ça a eu l'air. Je sais comment ça sonnait, mais tu dois comprendre,
ta sœur était. Je l'ai coupé, sans élever la voix. Je ne me souviens plus aujourd'hui si j'étais fatigué, ou si j'étais autre chose. Maman. La veille de mon mariage, sur le parking de l'Allison Inn, Vanessa pleurait dans ta voiture. Tu lui as dit une phrase. Répète-la moi, maintenant. Sa main gauche est montée à sa boucle d'oreille en perles. Deuxième tic. Conrad a répondu pour elle. Elle a dit, ça aurait dû être toi, ma chérie. Tu l'as vu en premier. Il a ajouté, je retournais à ma propre voiture. J'avais laissé les vitres de la voiture de Béatrice entrouvertes, à cause de la chaleur. Je vous ai entendu, Janelle. J'ai entendu chaque mot. Je les entends chaque nuit. Depuis 3 ans. Ma mère n'a pas nié. Elle n'a pas regardé Conrad. Elle a regardé ses propres mains. Tu savais, ai-je dit. Tu le savais, la veille de mon mariage. Et tu m'as laissé l'épouser quand même. Non pas pour me protéger, mais pour gagner du temps. Elle n'a pas répondu. Owen a sorti son téléphone. Il a appelé mon père. Il l'a mis sur haut-parleur. Théodore, c'est Owen. Je vous mets sur haut-parleur. Le pasteur Conrad va vous raconter ce que nous écoutons, depuis 2 heures. Ensuite, je vous poserai une seule question. Mon père n'avait pas bougé de la salle à manger. Je pouvais l'entendre en arrière-plan. La chaise contre le sol, le verre de bourbon contre le bois, la voix de Vanessa quelque part hors champ, disant quelque chose de trop bas pour que nous puissions le saisir. Ou non, Vanessa n'était plus là. Elle était partie. La voix appartenait à quelqu'un à la télévision, que mon père avait allumé après que je sois sorti. Conrad a résumé la situation. Il a lu les dates. Il a résumé les messages. Il a parlé à mon père de la photographie du matin du mariage. Il l'a fait de la même manière qu'un pasteur annonce une mauvaise nouvelle au chevet d'un lit d'hôpital, car c'était la forme qu'il maîtrisait le mieux. Mon père n'a pas interrompu. Quand Conrad a terminé, Owen a demandé, « Théodore, étiez-vous au courant de tout cela ?» Il y a eu un silence de 5 secondes sur la ligne. « J'étais au courant pour la cave », a avoué mon père. Janelle me l'a dit, 1 mois après le mariage. Je lui ai dit de laisser tomber. Je lui ai dit que Molly n'avait pas besoin de le savoir. Je suis la raison pour laquelle Conrad a été seul à porter cela. J'ai été un lâche, Owen. J'ai été un lâche, pendant toute ta vie. Sa voix s'est brisée sur le mot « lâche ». Elle s'est brisée 2 fois. Janelle, a-t-il dit, je serai à l'hôtel Hetman ce soir. Je ne rentrerai pas à la maison demain. J'enverrai chercher mes affaires lundi. Je suis désolé, Molly. J'arrive avec 29 ans de retard. La ligne a coupé. Ma mère n'avait pas bougé. L'ours en peluche était tombé de ses genoux. La carte était restée dans sa main. Elle a regardé l'iPhone 8 sur la table roulante, les 4 messages vocaux toujours affichés sur son écran, la vidéo de 23 secondes, et quelque chose derrière ses yeux s'est décroché. Elle s'est levée, elle a bondi, 3 pas rapides. Elle s'est précipitée vers la table roulante, vers le téléphone. Sa main s'est tendue pour l'attraper. Owen était déjà sur ses pieds. Il s'est interposé entre elle et la table, avant qu'elle ne puisse franchir les derniers 60 centimètres. Il n'a pas élevé la voix. Il ne l'a pas touchée. Il est juste resté planté là. La porte derrière elle s'est ouverte. Vanessa était arrivée. Elle pleurait. Son mascara avait coulé en 2 traînées. Elle avait dû faire le trajet depuis les Oswego, pendant la demi-heure où nous avions attendu. Elle avait dû avoir des nouvelles de ma mère par SMS. Elle avait dû courir, du parking à l'ascenseur, jusqu'au 4e étage, sans s'arrêter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains pressées contre le cadre de chaque côté de sa tête, comme le fait un enfant quand il a été appelé à l'intérieur, lors d'un jeu qu'il était en train de perdre. Elle a prononcé les seuls mots qu'elle dirait, dans cette chambre d'hôpital. Éteignez ça. S'il vous plaît, éteignez ça. Je ne l'ai pas éteint. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle a glissé le long du cadre de la porte, jusqu'au sol de la chambre 412. Elle s'est assise là. Elle ne s'est pas caché le visage. Ma mère est restée très immobile, près de la table roulante. Elle n'avait pas réussi à poser la main sur le téléphone. Elle n'allait pas y arriver maintenant.
J'ai parlé pour la dernière fois, ce soir-là. Maman. Vanessa. Rentrez chez vous. Pas chez moi. Où que vous viviez maintenant. Ne m'appelez plus jamais. Ne vous présentez pas chez moi. Si vous venez à l'hôpital quand elle naîtra, je vous ferai expulser. Je ne vous dirai pas au revoir, car cela impliquerait que j'en ai envie. Adieu, maman. Ma mère est sortie. Vanessa est restée sur le sol encore 1 minute. Puis elle s'est levée, et a suivi. La carte est restée sur la chaise. L'ours en peluche est resté sur le sol. Le plat à gratin est resté dans la salle à manger d'une maison dans laquelle je n'entrerai plus jamais. Drew a demandé le divorce le 4 mai. Il n'a contesté aucun bien. Il n'a pris que ce qu'il avait apporté dans le mariage. Il n'a plus jamais revu Vanessa. À ma connaissance, il ne l'a pas revue depuis. Mon père a emménagé à l'hôtel Hetman ce soir-là, et y est resté 9 jours. Après cela, il a emménagé dans un appartement meublé du Pearl District, le numéro 311. Il m'a appelé 3 fois la première semaine. Il a laissé un message vocal à chaque fois. Je ne l'ai pas rappelé. Je ne les ai pas supprimés. Je les garde dans un dossier sur mon téléphone maintenant. Je les garde pour Iris, pour qu'un jour, si elle le demande, je puisse lui montrer à quoi ressemble une excuse qui arrive trop tard. Il a ramené le plat à gratin de Béatrice, le 2e samedi de mai. Il a conduit jusqu'à West Lynne, tout seul. Il n'a pas frappé. Il a laissé le plat sur notre porche d'entrée, dans une boîte en carton marron, avec un mot plié sur le dessus. Le mot disait « Ceci n'a jamais été à nous ». J'ai lavé le plat, je l'ai emballé soigneusement dans une autre boîte, j'ai conduit jusqu'à Beaverton, et je l'ai rendu à Conrad. Il ne savait pas où il était passé. Il l'a posé sur le plan de travail, là où il avait vécu pendant 40 ans. Il est resté debout devant lui, pendant un long moment. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Conrad a écrit une lettre à Owen, le 8 mai. 3 pages manuscrites à l'encre bleue, sur le papier à lettres épais que Béatrice utilisait pour les paroissiens auxquels elle écrivait, dans leurs derniers mois. Il l'a donné à Owen lors d'un déjeuner, dans un endroit sur la 23e avenue Nord-Ouest où nous allions depuis que nous sortions ensemble. Owen l'a lu à voix haute à table. Le serveur, voyant ce qui se passait, a fait semblant de ne pas nous voir. Conrad a pleuré. Owen a pleuré. J'ai tenu leurs 2 mains. Je me souviendrai de 2 phrases de cette lettre, aussi longtemps que je vivrai. Je me suis dit que j'attendais le bon moment. Le moment n'est pas venu. Il a fallu le créer. Molly l'a créé. Je l'ai suivie dans la pièce où elle était déjà entrée. Ce n'est pas du courage. C'est de la loyauté. Il y a une différence. Pardonne-moi de n'avoir pas su faire cette différence. Jusqu'à aujourd'hui. Owen a plié la lettre. Il l'a mise dans la poche de sa veste. Il a dit à son père qu'il la lui lirait, quand elle serait en âge de demander. La chambre de bébé a été terminée le 18 mai. Des murs d'un doux ton crème, un seul fauteuil à bascule que Conrad avait restauré lui-même. En érable, avec un coussin crème que la sœur de Béatrice avait cousu, à Sacramento. Ce fauteuil avait appartenu à Béatrice. Elle y avait bercé Owen. Je m'y suis assise pour la première fois, le soir du 20. Le bébé a donné un coup de pied si fort, que je l'ai senti contre le bois. Le cadre de mon prix d'écriture du lycée, celui qui était resté plié dans un tiroir pendant 14 ans, a finalement été accroché au mur, au-dessus de la table à langer. J'avais acheté le cadre la semaine précédente, dans une petite boutique sur Mississippi Avenue. Owen l'avait accroché, sans que je le lui demande. Si vous êtes toujours là, merci. Les prochaines minutes sont plus calmes que ce qui a précédé. Ce sont les minutes que j'ai failli ne pas écrire. Si vous avez une histoire comme la mienne, une famille dont vous avez dû vous éloigner pour devenir vous-même, partagez-la dans les commentaires. Je la lirai. Quelqu'un d'autre, qui en a besoin, la lira aussi. C'est pour cela que cette chaîne existe. J'ai perdu les os, le soir du 24 mai, à 6 minutes après 18 h. Owen m'a conduite à Providence Saint-Vincent. La docteure Holloway était de garde. Elle a mis au monde Iris Béatrice Bryan, à 11 minutes après 20 h, ce soir-là. 2,66 kg. 8 mois et 1 semaine. Prématurée tardive, Rose, respirant toute seule.
pleurant comme pleurent les bébés, quand ils ont décidé de continuer à être là. Owen l'a attrapé. Il a coupé le cordon. Il l'a tenu contre sa poitrine pendant qu'il la nettoyait. Puis, il l'a emmené dans le couloir, où Conrad était assis sur une chaise en plastique, les mains sur les genoux, et il l'a déposé dans les bras de son père. « Papa, voici ta petite fille. » Conrad a pleuré d'une façon dont je ne l'avais jamais vu pleurer. Ni à l'annonce du diagnostic de Béatrice, ni à ses funérailles, ni à aucun moment au cours des 4 années où je l'avais connu. Il lui a chuchoté quelque chose, et je n'ai pas posé de questions. Je n'avais pas besoin de le savoir. Il m'a dit plus tard, bien plus tard, qu'il avait chuchoté le prénom de sa femme. J'ai publié une seule photographie le 27 mai, sur un compte privé. 31 abonnés, tous choisis. Un tout petit pied, une couverture crème, pas de visage. La légende disait, Iris Béatrice Bryan. 24 mai 2026. Elle connaît les personnes qui l'ont attendue. Les autres ne sont pas invités. Ma mère a vu la publication. Je sais qu'elle l'a vue, parce que Conrad me l'a dit. Et Conrad le savait, parce que sa sœur à Sacramento a reçu un appel téléphonique le même après-midi, provenant d'un numéro que Janelle avait utilisé pour appeler Béatrice, quand Béatrice était mourante. La sœur de Conrad n'a pas répondu. Ma mère ne m'a plus appelé depuis. Mon père a appelé le dimanche, après notre retour à la maison. Il a laissé un autre message vocal. Je n'y ai pas répondu. Je ne l'ai pas supprimé. Vanessa ne m'a pas contacté directement. Elle m'a envoyé une lettre de 11 pages, arrivée par la poste 2 jours après la naissance, qu'Owen a ramenée du bureau de poste et posée sur l'îlot de la cuisine, devant moi. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai brûlée dans la cheminée ce soir-là. Owen s'est assis avec moi. Nous n'avons pas parlé pendant qu'elle brûlait. Si on vous a déjà dit que votre douleur ne comptait pas, parce que quelqu'un d'autre en avait davantage besoin, je veux que vous m'entendiez quand je dis ceci. Iris grandira en connaissant le nom de ma mère. Mais elle ne grandira pas en l'appelant « grand-mère ». Il m'a fallu 29 ans, pour mériter de faire cette distinction. Je ne laisserai plus jamais personne me l'enlever. Certaines familles ne sont pas votre famille. Elles ne sont que l'endroit d'où vous venez. La famille que vous construisez. Celle qui attend dans un couloir avec les mains sur les genoux. Celle qui se déplace avec un téléphone plus vieux que votre mariage. Celle qui attrape votre fille, et la dépose dans les bras de son grand-père. C'est cette famille-là, qui compte. Elle a une semaine aujourd'hui. Elle dort dans mes bras, pendant que je vous raconte tout cela. Le soleil se lève sur la vallée de la Willamette, à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre. Elle a les mains d'Owen. Elle a les yeux de Béatrice. Le plat à gratin est de nouveau sur le plan de travail de Conrad, là où il aurait toujours dû être. J'ai dû m'effondrer sur un parquet, que mon grand-père avait posé en 1968, pour la trouver. Et je le referai sans hésiter.